Ils disent que les caméras ont cessé de tourner, mais certains accessoires n'ont jamais quitté le plateau. Pendant des décennies, les initiés d'Hollywood ont chuchoté à propos de reliques de l'âge d'or. Des objets censés apporter ruine, obsession et coïncidences étranges à quiconque osait les revendiquer. S'agit-il simplement de superstition, ou y a-t-il un coup caché à la célébrité qui se cache dans l'ombre des anciens plateaux? Ce soir, nous explorons les destins étranges et inquiétants des accessoires emblématiques, car parfois, ce qui se passe en coulisses est bien plus étrange que la fiction. Les chaussures rubis. Il y a une raison pour laquelle les chaussures rubis sont plus qu'un simple souvenir d'Hollywood. Elles sont une relique au carrefour de la magie et de la malchance. Lorsque MGM a créé ces chaussons désormais emblématiques pour Judy Garland dans Le Magicien d'Oz, personne n'aurait pu deviner le nuage qui se formerait autour d'eux. Sur les paires originales créées, plusieurs ont disparu des coffres de la MGM dans des circonstances suspectes, suscitant des rumeurs de vol, de trahison et même de complicité interne. Pendant des décennies, les historiens des accessoires se sont obsédés de leur localisation, avec une paire infamement volée du musée Judy Garland au Minnesota, manquant pendant plus d'une décennie. Mais ce n'était pas seulement le sort des souliers eux-mêmes qui a fait chuchoter Hollywood. Le casting et l'équipe du Magicien d'Oz ont enduré une série d'accidents et de maux mystérieux pendant la production. Des brûlures, des fractures, et même des incidents presque mortels. Alors que les sceptiques attribuent cela aux conditions chaotiques du studio, d'autres croyaient que les souliers de rubis eux-mêmes portaient une malédiction persistante. La propre vie de Judy Garland a pris un tournant tragique après Oz. Elle a affronté la dépendance, la trahison et le chagrin dans un cycle incessant qui a abouti à sa mort prématurée. Les pantoufles, où qu'elles apparaissent, semblaient apporter plus de problèmes que de chance. Les collectionneurs qui les acquéraient faisaient face à des procès, des vols et des disputes sans fin. C'est presque comme si la magie qui avait transporté Dorothy chez elle avait laissé quelque chose de plus sombre derrière, transformant ses chaussures scintillantes en un objet que personne ne pouvait garder longtemps sans en payer le prix. Des décennies plus tard, les chaussons rubis hantent toujours l'imagination hollywoodienne. Un symbole de rêve devenu réalité et des cauchemars qui parfois suivent. Le balai de la méchante sorcière. Cela ressemblait à un simple accessoire de film. Un balai usé et inoffensif porté par la méchante sorcière de l'Ouest de Margaret Hamilton. Mais pour quiconque a travaillé sur Le Magicien d'Oz, ce balai portait le souvenir du feu et de la douleur. Pendant le tournage de sa sortie dramatique du pays des Munchkins, Hamilton a été enveloppé dans une soudaine explosion de flammes lorsque le dispositif pyrotechnique de son balai a mal fonctionné. Elle a subi des brûlures au 3e degré sur les mains et le visage, et les blessures étaient si graves qu'elle a été hospitalisée pendant des semaines. Hamilton plaisanterait plus tard, en disant qu'elle était trop méchante pour mourir. Mais la distribution chuchotait que le plateau était maudit, et son balai était au centre de tout cela. Ce qui en a fait plus qu'un accident étrange était le schéma de malchance qui semblait suivre cet accessoire simple. Après la blessure de Hamilton, sa doublure, Betty Danko, a été sollicitée pour réaliser une autre cascade pyrotechnique avec le balai, et elle a elle-même été hospitalisée lorsque le balai a explosé sous elle. Danko a survécu de justesse, mais le plateau n'était plus jamais le même. Les membres de l'équipe ont commencé à refuser de manipuler le balai sans une bénédiction, et des rumeurs ont circulé disant que l'accessoire était hanté par quelque chose de bien plus sombre qu'un simple mauvais sort. Même après la fin du tournage, le balai aurait disparu du département des accessoires de la MGM, perdu à cause des réorganisations du studio pendant des décennies, et peut-être, selon certains, caché pour éviter que sa malchance ne se propage davantage. À ce jour, les historiens d'Hollywood débattent pour savoir si le Magicien d'Oz a été frappé par le hasard ou par quelque chose de plus surnaturel. Mais pour ceux qui ont vu les brûlures et entendu les cris, le balai de la méchante sorcière était plus qu'un accessoire. C'était un avertissement que, à Hollywood, même le faire semblant peut se retourner contre vous. L'idole du faucon maltais. Dans The Maltese Falcon, l'oiseau noir était le prix ultime, un objet si convoité que les hommes tueraient pour l'obtenir. Hors écran, l'accessoire lui-même est devenu une légende, mêlé à un mystère et à une malchance réelle qui faisait écho à la sensibilité noire du film. La statuette, fabriquée en plomb et pesant 45 livres, était réputée porter malheur à quiconque essayait de se l'approprier. Le premier signe de problème est survenu après le tournage, lorsque le faucon maltais original a disparu du lot Warner Brothers. Il a été retrouvé plus tard, mais une série de procès a suivi, alors que les accessoiristes
et les collectionneurs ont chacun affirmé qu'ils possédaient le vrai faucon. Michael Romanov, un restaurateur hollywoodien et un escroc notoire, a brièvement acquis une version, pour la perdre dans une catastrophe de jeu qui l'a laissé ruiné et désespéré. Même Humphrey Bogart, qui a joué le détective Sam Spade, n'a pas été épargné. Il aurait insisté sur le fait que l'accessoire était maudit, plaisantant en disant que quiconque possédait le faucon finirait avec une balle ou ruiné. Le schéma semblait se maintenir. Après la sortie du film, plusieurs employés du studio liés à l'accessoire se sont retrouvés sans emploi, subissant des accidents ou des ennuis judiciaires. Des décennies plus tard, le faucon a refait surface dans des maisons de vente aux enchères, déclenchant de nouvelles batailles juridiques et des vols. L'accessoire a été volé de nouveau en 2013, et bien qu'il ait été finalement rendu, des histoires circulaient selon lesquelles ses propriétaires ont vécu des maladies inexpliquées et une ruine financière. Qu'il s'agisse d'un simple morceau de plomb ou de quelque chose de plus sombre, le faucon maltais a laissé derrière lui une traînée de chaos, tout droit sorti d'un scénario hollywoodien. Un trésor maudit dans tous les sens, brouillant la ligne entre cinéma et réalité. Le costume de lion. La plupart des spectateurs se souviennent du lion peureux de Bernard pour son génie comique et son charme nerveux, mais peu se rendent compte de l'impact que son costume emblématique a eu sur sa santé et sur le casting superstitieux autour de lui. Le légendaire costume de lion a été confectionné à partir de peau de lion véritable, le rendant insupportablement lourd et étouffant sous les lumières brûlantes du studio. L'art aurait tellement transpiré à l'intérieur du costume que l'équipe de garde-robe devait le sécher pendant la nuit, tandis que l'odeur persistait sur le plateau et laissait l'acteur perpétuellement épuisé. Mais ce n'était pas seulement l'inconfort qui rendait cet accessoire infâme. Le costume de lion a rapidement acquis la réputation d'être un présage de malchance. Tout au long du tournage, les membres de l'équipe se plaignaient de maux de tête et de malaise après avoir passé trop de temps près du costume. Les rumeurs ont grandi, disant que le costume, cousu à partir de peaux d'animaux réels, apportait avec lui une sorte de malédiction ancienne qui transformait de petites gênes en véritables urgences. Plusieurs fois, la queue du costume a pris feu à cause des projecteurs, manquant de blesser l'art et ses costards. Les maquilleurs qui manipulaient le costume parlaient d'étranges éruptions cutanées et réactions de peau, et au moins un assistant costumier a quitté la production, persuadé que la fourrure portait malheur. Bernard lui-même est devenu croyant après s'être évanoui sur le plateau. Un incident qui, bien que probablement causé par un coup de chaleur, a déclenché encore plus de murmures anxieux parmi les acteurs. Il a ensuite plaisanté en disant qu'il ne porterait plus jamais rien qui ait eu des griffes. Alors que le film se terminait, le costume original de lion disparut dans l'immense entrepôt à costumes de MGM pour n'être retrouvé que des décennies plus tard lors d'une vente aux enchères. Même à la retraite, la légende du costume persistait. Certains collectionneurs qui l'ont brièvement possédé ont rapporté des accès soudains de maladie et des cauchemars persistants, consolidant le costume de lion comme l'une des reliques les plus secrètement redoutées d'Hollywood. La robe de Gone with the Wind. Lorsque Vivien Leigh est apparue à l'écran dans Autant en emporte le vent, le public a été envoûté par la robe en velours vert, un costume aussi grandiose que les plantations du Sud qu'il représentait. Mais derrière son glamour se cache une histoire de mésaventure et de superstition chuchotée par les costumiers et les acteurs. Conçue par Walter Plunkett, la robe était célèbre pour être fabriquée à partir de véritables velours lourds, la rendant à la fois spectaculaire et dangereuse. Pendant le tournage, le poids de la robe s'est avéré traître. Leigh a failli tomber dans un escalier lorsque son talon s'est pris dans la traîne. Et une autre fois, elle s'est évanouie sous la chaleur des projecteurs et des tissus. La robe est vite devenue le sujet de commérage. Les couturières affirmaient qu'elle était impossible à réparer. Les coutures se défaisaient pendant la nuit et les perles disparaissaient mystérieusement. Une couturière a juré que la robe ne voulait pas être portée après s'être blessée à la main en ajustant son corsage. Une doublure de Leigh a trébuché sur l'ourlet et s'est fracturé la cheville, tandis que des rumeurs circulaient selon lesquelles toute personne chargée de transporter ou d'ajuster la robe tomberait malade. Même Plunkett lui-même aurait perdu patience, plaisantant. « Cette robe causera ma perte un jour. » Une fois le tournage terminé, la robe a été rangée, mais jamais vraiment oubliée. Chaque fois qu'il était exposé lors d'événements du studio, de petits désastres suivaient. Des problèmes d'éclairage, des maladies soudaines parmi le personnel, et une fois, un incendie qui a failli atteindre la salle des costumes du studio. Certains croient
le passé troublé du tissu avait tissé une véritable malédiction dans ses plis, et la légende ne fit que croître au fil des ans. Aujourd'hui, la robe en velours vert est considérée comme un artefact inestimable, mais pour les anciens de Hollywood, elle reste un symbole du prix que l'on paie parfois pour la magie du cinéma. Le miroir, du portrait de Dorian Gray. Le récit glaçant d'Oscar Wilde sur la vanité et la déchéance a pris une vie inquiétante lors du tournage du portrait de Dorian Gray. Au cœur du film se trouvait un miroir somptueux et antique utilisé dans plusieurs scènes clés, alors que Dorian confronte son reflet et, finalement, sa damnation. Le miroir, véritable artefact victorien, était censé porter plus qu'un charme du vieux monde. Les membres de l'équipe sont devenus mal à l'aise après une série d'accidents bizarres. Un électricien a reçu une décharge en refaisant le câblage des lumières autour d'elle, et le décorateur de plateau qui a transporté le miroir aurait développé une fièvre mystérieuse qui a persisté pendant des semaines. Heard Hadfield, qui jouait Dorian, plaisantait souvent sur le fait d'attraper une malédiction de l'objet. À plusieurs reprises, des figurants ont juré avoir vu des formes étranges vaciller dans le verre du miroir, des figures ou des visages fantomatiques n'appartenant à personne sur le plateau. Lorsqu'un lourd appareil d'éclairage est tombé pendant le tournage, manquant de peu Hadfield et se brisant à quelques centimètres du miroir, la légende s'est amplifiée. Personne ne voulait déplacer le miroir sans faire une bénédiction rapide ou toucher du bois. Alors que le tournage s'achevait, le miroir fut renvoyé à l'entrepôt des accessoires du studio. Mais le malaise persista. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles cet accessoire était au centre de plusieurs incidents ultérieurs, dont un petit incendie et une série subite de maladies parmi le personnel de l'entrepôt. Finalement, le studio vendit discrètement le miroir aux enchères. On ignore où il se trouve aujourd'hui. Pour le casting et l'équipe qui ont été témoins de ces sombres reflets, le miroir de Dorian Gray est devenu une histoire de fantômes classiques d'Hollywood, un symbole de beauté, d'ambition, et des ombres qui les accompagnent, parfois. Le sarcophage de la momie. Lorsque Universal a entrepris d'effrayer le public avec la momie, ils ne se sont pas contentés d'emprunter à la mythologie égyptienne. Ils ont importé une ombre de terreur du monde réel sur la scène. Le décor central, un sarcophage grandeur nature construit pour l'Imhotep de Boris Karloff, est devenu le centre de murmures et de regards inquiets. Les acteurs et l'équipe ont rapidement été convaincus que le cercueil élaboré et la collection de décors sur le thème égyptien qui remplissait le plateau avaient apporté avec eux une malédiction antique. Tout a commencé par des accidents. Un constructeur de décors a eu la main écrasée en déplaçant le sarcophage, suivi quelques jours plus tard par un opérateur de caméra qui a trébuché sur un câble d'éclairage et s'est cassé la cheville. Les superstitieux ont commencé à faire des rapprochements. Peu de temps après, Karloff lui-même se plaignait d'un froid persistant qui semblait rester autour du cercueil. Le maquilleur Jack Pierce, responsable du look légendaire de Karloff, affirmait que la salle de maquillage devenait inexplicablement froide chaque fois que le sarcophage était à proximité. L'atmosphère étrange ne fit que s'intensifier après qu'un attaché de presse du studio, toujours opportuniste, ait répandu des rumeurs à la presse sur la malédiction des pharaons s'étendant jusqu'à Hollywood. Bientôt, le studio était en effervescence avec des rumeurs concernant des rêves étranges, des maladies inattendues et même des visions de silhouettes sombres près du sarcophage tard dans la nuit. Une costumière nerveuse a juré avoir entendu des murmures venant de l'intérieur du cercueil alors qu'elle était seule sur le plateau. Universal, sentant à la fois une aubaine publicitaire et une véritable inquiétude parmi l'équipe, fit finalement venir un prêtre local pour bénir le plateau et les accessoires. Les accidents se sont raréfiés, mais le sarcophage a conservé sa réputation sinistre bien après la fin du tournage. Des décennies plus tard, les collectionneurs de prop, qui ont essayé d'acquérir le sarcophage original, ou ses répliques, ont rapporté des pannes mystérieuses, des transactions échouées et une série de malchances qui ont persisté pendant des années. Pour ceux qui ont travaillé sur la momie, la ligne entre l'horreur mise en scène et quelque chose d'ancien et de réel semblait dangereusement mince. Le portrait de Laura Hunt. Le portrait envoûtant au cœur de Laura d'Otto Preminger n'était pas juste un élément de l'intrigue. Il est devenu un véritable aimant pour la malchance et l'intrigue. Peint spécifiquement pour le film, la ressemblance plus grande que nature du personnage de Jane Tierney dominait chaque scène, imprégnant le plateau d'une présence étrange. Dès le début du tournage, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le portrait était maudit. Les assistants chargés de suspendre ou de déplacer le tableau
a signalé des frissons soudains et un sentiment d'effroi, avec un membre de l'équipe qui s'est évanoui pendant une installation tard dans la nuit. Plus préoccupantes étaient les disparitions. Le portrait a disparu du plateau non pas une fois, mais deux, pour réapparaître à différents endroits sans explication. Chaque fois, de petits désastres suivaient. Une lumière cassée ici, un petit incendie là, et même la blessure d'une doublure lors d'une scène clé. Certains membres du casting plaisantaient nerveusement sur l'esprit de Laura restant dans l'accessoire, tandis que d'autres refusaient d'être seuls avec le portrait après la tombée de la nuit. Jean Tierney elle-même n'a pas été épargnée. Elle a ensuite réfléchi que le film, et particulièrement le portrait, ont marqué un tournant dans sa vie, car des tragédies personnelles semblaient l'ombrager dans les années qui ont suivi. Les initiés du studio murmuraient que le tableau portait malheur à quiconque le possédait. Après le tournage, le décor aurait été perdu dans un entrepôt, pour réapparaître plus tard dans la collection privée d'un cadre de cinéma dont la carrière a subi un effondrement spectaculaire. Pour les historiens d'Hollywood, le portrait maudit de Laura Hunt reste l'un des grands mystères des studios. Un rappel tangible que certains objets, que ce soit par conception ou par légende, semblent porter un poids bien au-delà de la peinture et de la toile. Le collier d'émeraude. Greta Garbo l'a une fois appelé « le collier que personne ne voulait porter ». Pour la somptueuse production de MGM de Marie-Antoinette, les costumiers n'ont épargné aucune dépense, commandant un collier élaboré en émeraude et diamant, censé contenir de vraies pierres et une vraie malédiction. Des rumeurs persistaient, selon lesquelles le design du collier s'inspirait d'un scandale royal français notoire, et que les pierres elles-mêmes provenaient d'un marchand parisien au passé douteux. Dès le début, le collier s'est avéré problématique. Norma Shearer, choisie pour incarner la reine malheureuse, a subi une série de mésaventures étranges chaque fois qu'elle le portait. Un évanouissement pendant les répétitions, une réaction allergique qui a laissé des marques rouges sur son cou, et un incident de quasi-étranglement lorsque le fermoir s'est mystérieusement bloqué pendant une prise. Les costumiers qui ont travaillé de près avec le collier ont rapporté des maux de tête, des nausées, et, dans un cas, un étrange accident impliquant un portant à costume qui tombait. Au fur et à mesure du tournage, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le collier portait vraiment malheur. Les actrices secondaires et les figurantes ont commencé à refuser de le porter, invoquant des récits de malheur personnels et des rêves inquiétants. Un assistant a affirmé que le collier se déplaçait tout seul pendant le stockage, et un autre a juré que chaque photo prise de l'accessoire développait une étrange tache blanche. Après la fin du tournage, le collier a été discrètement retiré de la collection de MGM. La légende du studio raconte qu'il a été vendu aux enchères et que son nouveau propriétaire a rapidement fait face à la faillite et à la maladie. Même aujourd'hui, certains historiens de la bijouterie pensent que l'accessoire a été démonté pour éviter d'autres calamités. La légende du collier maudit de Marie-Antoinette perdure, rappelant scintillant que parfois, les ombres de l'histoire rattrapent les lumières les plus brillantes d'Hollywood. La couronne a son propre parcours tortueux. Presque immédiatement, des histoires d'événements étranges, en coulisses, ont émergé. Le premier modèle à porter la couronne a soudainement été pris d'un malaise inexpliqué, juste avant de monter sur scène. La doublure en velours de la couronne a été trouvée déchirée, même si personne ne se souvenait l'avoir endommagée. Après la première, la couronne a été rangée au studio Disney, mais une série de malheurs a suivi. Une costumière s'est profondément coupé la main en manipulant l'accessoire, et un agent de sécurité assigné à la chambre forte des costumes a subi une série d'accidents bizarres, y compris une chute d'une échelle et un accident de voiture, quelques semaines après son affectation. Au fil du temps, les animateurs de Disney ont commencé à chuchoter que la couronne était maudite, l'alliant à une vague de licenciements et de retards de production qui ont frappé le studio à la fin des années 1930 et au début des années 40. L'accessoire a été discrètement retiré de l'exposition et enfermé. Mais lorsqu'il a réapparu lors d'un événement du studio dans les années 1950, des problèmes techniques et un petit incendie ont éclaté pendant la présentation. Personne ne voulait plus manipuler la couronne après cela, et finalement, elle a été perdue, égarée, vendue, ou peut-être même intentionnellement cachée. Aujourd'hui, la légende persiste parmi les historiens de Disney, une mise en garde que tous les trésors de contes de fées ne mènent pas à un bonheur éternel. La voiture de la fureur de vivre. Lorsque la petite voleuse de James Dean est mentionnée, la plupart pensent à sa Porsche fatale, mais la malédiction semblait s'étendre aux voitures accessoires du studio utilisées sur le plateau de la fureur de vivre, laissant une marque de malchance qui jetait une ombre sur
pour l'héritage du film. La Ford Mercury coupé que le personnage de Dean conduit dans le film n'était qu'un accessoire, mais elle a rapidement acquis une réputation de problème. Les membres de l'équipe plaisantaient en disant que la voiture de Rebel ne voulait pas coopérer. Elle calait à plusieurs reprises, subissait des crevaisons inexplicables et roulait même hors de sa marque pendant les prises, sans explication. L'ambiance est devenue plus sombre après qu'un cascadeur a été blessé lorsque les freins de la Mercury ont lâché lors d'un tournage de nuit. Même après les réparations, les techniciens ont signalé que le moteur émettait des bruits inquiétants et plusieurs mécaniciens ayant travaillé dessus ont connu une série de malchances personnelles. 2 ont été hospitalisés pour des maladies non liées et un autre a été blessé dans un incendie d'atelier quelques semaines après le tournage. Plusieurs figurants ont refusé de monter dans la voiture pour les scènes suivantes, convaincus qu'elle était maudite. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Dean lui-même aurait plaisanté sur les mauvaises ondes de la voiture. Et après les destins tragiques, non seulement de Dean, mais aussi des co-stars Sal Mineo et Natalie Wood, le personnel du studio a commencé à lier l'accessoire à la malédiction plus large de la fureur de vivre. Après la production, Mercury a disparu du lot de Warner Brothers, réapparaissant des années plus tard dans le garage d'un collectionneur où son propriétaire a signalé une série de quasi-accidents et d'incidents. À ce jour, les fans inconditionnels et les théoriciens du complot insistent sur le fait que la voiture de Rebel est plus qu'un simple morceau de métal. C'est une relique du passé hanté d'Hollywood, un accessoire avec un bilan mortel et un avertissement que certaines légendes refusent de rester à l'arrêt. La statuette des 10 commandements. Les 10 commandements de Cecil B. DeMille étaient l'un des plus grands spectacles d'Hollywood. Mais derrière la pompe se cachait une collection d'accessoires réputés pour porter une malédiction, aucun n'étant plus infâme que les statuettes et idoles dorées créées pour les séquences épiques du film. Le principal d'entre eux était le veau d'or, central dans la célèbre scène d'adoration des idoles. Bien qu'étant fait de plâtre peint et de feuilles d'or, le veau semblait générer une peur disproportionnée. Dès le début de la production, les ouvriers chargés de transporter la statue ont été accablés de blessures. L'un s'est fracturé le poignet, un autre a contracté une éruption cutanée étrange, et un troisième a subi une série de chutes, tout en déplaçant l'idole. Pendant le tournage, un projecteur s'est écrasé à quelques centimètres d'un groupe de figurants s'inclinant devant le veau d'or. Plusieurs membres du casting ont développé des fièvres inexpliquées, et des problèmes techniques ont constamment interrompu les scènes, mettant en vedette l'accessoire. 2000. Lui-même superstitieux, aurait exigé qu'un prêtre visite le plateau pour éliminer tout mal ancien avant de reprendre le tournage. Après le tournage, la légende de la statuette a grandi. Plusieurs accessoires mineurs, y compris des tablettes d'imitation et des reliques cérémonielles, ont été perdus ou détruits dans des incendies de studio. Le veau d'or a été déplacé dans l'entrepôt d'accessoires du terrain de Paramount, où plusieurs ouvriers ont signalé des pannes électriques, des accidents mineurs et même la mort soudaine d'un gardien de nuit d'une crise cardiaque. Lorsque le studio a finalement vendu l'accessoire aux enchères dans les années 1970, le nouvel acquéreur a été frappé par des échecs commerciaux et des cambriolages. Même des décennies plus tard, l'histoire de la statuette maudite des 10 commandements perdure parmi les collectionneurs de props, un avertissement que certains trésors cinématographiques devraient peut-être être laissés en terre sacrée. L'Ankh égyptien. Peu de props ont traversé autant de productions troublées que l'Ankh égyptien, d'abord créé pour le film Cléopâtre avec Claudette Colbert en 1934. L'obsession d'Hollywood pour l'Égypte antique était à son comble, et le département des accessoires de Paramount n'a ménagé aucun effort pour créer un Ankh réaliste, plaqué or, que Colbert tiendrait lors des scènes clés. C'était un accessoire mineur à l'écran, mais il a rapidement acquis une réputation exagérée d'être maudit. Le premier présage est arrivé lorsque le charpentier du plateau qui a fabriqué l'accessoire a fait une chute, se cassant la jambe le jour de sa livraison. Pendant le tournage, Colbert aurait été perturbé par l'Ankh, affirmant qu'il était toujours froid au toucher, même sous les projecteurs, et qu'elle faisait des rêves étranges après les scènes où elle le portait. Une série de petits désastres s'ensuivit. L'Ankh glissa des mains de Colbert lors d'une répétition, brisant une lampe coûteuse. Plus tard, une habilleuse manipulant l'accessoire a subi une brûlure grave lorsque son fer à friser a inexplicablement provoqué des étincelles. À la fin du film, les rumeurs sur la malédiction de l'Ankh étaient si persistantes que Paramount l'a enfermé dans un entrepôt. Mais la légende ne s'est pas arrêtée là. Le même Ankh a été sorti du coffre des décennies plus tard pour le somptueux film Cléopâtre d'Elizabeth Taylor.
1963. Malgré les éléments modernes de la nouvelle production, les anciennes superstitions sont revenues. Les accidents se sont multipliés sur le plateau, y compris des incendies, des maladies et une série de retards qui ont failli couler le film et coûter des millions à Fox. Les membres de l'équipe ont blâmé Lank, jurant qu'il n'apportait rien d'autre que le chaos à chaque fois qu'il apparaissait. Il a été discrètement mis de côté après le tournage et, selon certains, jamais réutilisé. Pour les collectionneurs et les historiens, l'Ankh égyptien reste une pièce notoire du folklore hollywoodien, un simple accessoire avec une traînée de malchance plus longue que le règne de Cléopâtre, le piano de Casablanca. Au cœur de l'intrigue enfumée de Casablanca se trouvait le Rick Scaife American et son piano droit usé, la scène improbable de la performance emblématique de Dooley Wilson dans As Time Goes By. Pour les cinéphiles, c'était un symbole de romance et de chagrin d'amour. Mais parmi le casting et l'équipe, le piano a rapidement acquis une réputation beaucoup plus sombre. Le département des accessoires a eu des difficultés dès le début. Les déménageurs se sont blessés le dos en le transportant sur le plateau, et il a dû être renforcé à la hâte après qu'une pédale s'est cassée pendant la répétition. Peu après le début du tournage, un dispositif d'éclairage est tombé et a brisé une partie du cadre du piano, manquant de justesse Wilson et Ingrid Bergman. Les réparations ont été faites à la hâte, mais les techniciens ont juré que le piano n'a jamais sonné correctement après cela. La légende grandit à mesure que d'autres incidents suivirent. Le plateau fut frappé par une inondation mineure lorsqu'une canalisation éclata, l'eau s'arrêtant juste avant le piano, laissant d'autres instruments détruits. Au cours de la production, les acteurs et figurants souffrirent d'une série de petits maux et accidents chaque fois qu'ils interagissaient avec l'accessoire, allant d'entorses à des fièvres soudaines. Certains dans le studio croyaient que le piano était maudit, surtout que d'étranges dysfonctionnements et retards semblaient coïncider avec son utilisation. Après le tournage, le piano a été déplacé chez Warner Brothers pour des expositions, avec des rumeurs selon lesquelles, où qu'il aille, des problèmes techniques ou la malchance suivaient. Il a été brièvement perdu dans le stockage, puis redécouvert pour une vente aux enchères du studio, où le commissaire-priseur a subi une soudaine alerte médicale sur scène. Aujourd'hui, les collectionneurs chérissent le piano de Casablanca pour son histoire cinématographique, mais les anciens le rappellent encore comme une pièce de magie cinématographique qui, comme la ville elle-même, portait des secrets et des ombres dans son bois usé. Le merle. Bien que le merle original ait déjà été mentionné, la légende du studio affirme qu'une deuxième réplique moins connue du faucon maltais a été fabriquée pour les prises de secours. Cette statuette de remplacement, moins ornée et jamais destinée au gros plan, est devenue tristement célèbre pour sa propre série de malchances. Peu après son arrivée sur le plateau, un conducteur transportant l'accessoire a renversé son chariot, se fracturant le bras. Les électriciens du studio ont vécu des fusibles grillés à plusieurs reprises dans la même zone de stockage où l'oiseau était conservé, et un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt voisin des accessoires, causant des dégâts de dizaines de milliers. Bien que l'oiseau soit resté intact et étrangement préservé parmi les cendres, les mésaventures du deuxième accessoire ne se sont pas arrêtées avec la production. Prêté pour un gala du studio, il a été laissé tomber par un invité, brisant la base et nécessitant une réparation d'urgence. Un comptable du studio chargé des papiers d'assurance a souffert d'une dépression nerveuse en quelques semaines, et plus d'un guide touristique a affirmé que l'accessoire était responsable des lumières vacillantes et des zones froides dans la salle d'exposition de l'arrière-cour. Certains disent que même exposé sous verre, l'oiseau de secours projetait des reflets inquiétants, incitant plus d'un membre du personnel à refuser de fermer seul. Lorsqu'un merle noir de rechange a finalement été mis aux enchères dans les années 1990, l'acheteur gagnant, un fervent collectionneur de souvenirs de cinéma, a enduré une série de revers commerciaux et de batailles juridiques qui l'ont conduit à vendre la statue dans l'année. Aujourd'hui, les faucons maltais principaux et de secours sont considérés comme des pièces emblématiques du passé hollywoodien, mais parmi ceux qui les ont manipulés, la légende persiste. Parfois, un accessoire est plus qu'un simple objet. C'est un coup du sort qui attend son prochain chapitre. Certaines légendes disent que les objets maudits ne sont que des accessoires, mais les ombres de Hollywood suggèrent le contraire. Les histoires derrière ces reliques emblématiques prouvent que même les lumières les plus vives peuvent jeter les sorts les plus sombres, laissant un héritage de superstition, de tragédie et d'avertissements murmurés. Que vous croyez ou non aux malédictions, une chose est certaine. Les mystères derrière ces accessoires de l'âge d'or continuent de hanter les collectionneurs, les fans et les cinéastes. À Hollywood, chaque
Chaque légende a un prix, et certains objets refusent de lâcher prise, même des décennies après le dernier coup.